I don't feel so good. Your back's broken. I've seen broken backs. There's nothing anybody can do about it. Huh? Nothing. What are you all waiting for? Move out. Move out. We have to wait. Why? We can't bury you alive. I don't like for people to watch me die. We don't like it either. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il m'était couché vers minuit 10. Pourtant, j'ai été fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Oh, tu m'en tailles. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, Prost. Oh, ton cul. C'est mon génie. J'ai toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma. He said he wants to know exactly what his movie is. Well, a film is like a battleground. C'est comme une bataille, un film. Yes. Love, L'amour, hate, la haine, action, l'action, violence, la violence death. et la mort. In one word, emotions. En un seul mot, c'est l'émotion. Ah. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Une émission détente, une émission bonheur, une émission catalogue puisque nous sommes en train de préparer aussi en parallèle de cette émission une soirée toute spéciale consacrée à Jean-Baptiste Autoret et Dario Argento. Ça sera le 11 juillet à Rennes, notamment à l'Arvor, mais aussi par exemple dans la librairie Le Fayère où Monsieur Autoret viendra faire une rencontre autour de Dario Argento. Monsieur Autoret qui sort donc un documentaire sur le lecteur italien et l'Arvor sous l'égide évidemment du docteur Moreau ici présent qui s'est occupé d'organiser tout ça proposera donc le documentaire de Jean-Baptiste Autoret et un long métrage dans un corridor lointain. Voilà, et un long métrage de Dario Argento. Ténèbres. Voilà. Ça sera donc, on le répétera en fin d'émission, mais c'est pour tous ceux qui n'iraient pas jusqu'au bout de celle-ci. Je tenais à le dire avant de démarrer. C'est possible, hein, parce que moi, on enregistre cette émission à la fin de la période scolaire. Les apéros de parents d'élèves et tout ça qui s'éternisent, c'est compliqué. Là, voilà, c'est pas facile. Le 11 juillet, donc à partir de 19h à la librairie Le Fayère, et puis ça sera à partir de 20h30, peut-être quelque chose comme ça, à la La librairie Le Fayère, ouais, c'est 18h, et puis le documentaire, la projection aura lieu à 19h30. 18h, bon bref, on en reparlera évidemment, et puis nous devrions refaire une émission évidemment avec Monsieur Autoret au sujet de son film et de Dario Argento. Aujourd'hui, du coup, de quoi qu'on cause? Émission catalogue comme je le disais. Antonin a vu des films au cinéma, il a vu notamment Yves de Benoît Forjard et puis Le Dain de Quentin Dupieux, ce qui est déjà pas mal entre autres. Et puis je parlerai aussi de 2-3 sorties, au moins une en tout cas, sorties DVD Blu-ray, c'est chez Carlotta, notamment Le Cavalier électrique de Sidney Pollack, et puis on écoutera Fabrice Duvels dire un mot aussi de China Gate de Samuel Fuller qui est sorti chez Carlotta. On verra quand Étienne n'a pas travaillé, il va chercher sur YouTube des propos de cinéastes pour parler à sa place des films. Il le fait bien, et puis on me dit régulièrement que je parle trop. Alors on va tout de suite faire une pause pour arrêter de parler, et puis
juste après, Antonin nous parlera de Yves. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Une émission détente, une émission bonheur, une émission catalogue puisque nous sommes en train de préparer aussi en parallèle de cette émission une soirée toute spéciale consacrée à Jean-Baptiste Autoret et Dario Argento. Ça sera le 11 juillet à Rennes, notamment à l'Arvor, mais aussi par exemple dans la librairie Le Fayère où Monsieur Autoret viendra faire une rencontre autour de Dario Argento. Monsieur Autoret qui sort donc un documentaire sur le lecteur italien, et l'Arvor, sous l'égide évidemment du docteur Moreau ici présent qui s'est occupé d'organiser tout ça, proposera donc le documentaire de Jean-Baptiste Autoret et un long métrage dans un corridor lointain. Voilà, et un long métrage de Dario Argento. Ténèbres. Voilà. Ça sera donc, on le répétera en fin d'émission, mais c'est pour tous ceux qui n'iraient pas jusqu'au bout de celle-ci. Je tenais à le dire avant de démarrer. C'est possible, hein, parce que moi, on enregistre cette émission à la fin de la période scolaire. Les apéros de parents d'élèves et tout ça qui s'éternisent, c'est compliqué. Là, voilà, c'est pas facile. Le 11 juillet, donc à partir de 19h à la librairie Le Fayère, et puis ça sera à partir de 20h30, peut-être quelque chose comme ça à la librairie Le Fayère, ouais, c'est 18h, et puis le documentaire, la projection aura lieu à 19h30. 18h, bon bref, on en reparlera évidemment, et puis nous devrions refaire une émission évidemment avec Monsieur Autoret au sujet de son film et de Dario Argento. Aujourd'hui, du coup, de quoi qu'on cause? Émission catalogue, comme je le disais. Antonin a vu des films au cinéma, il a vu notamment Yves de Benoît Forjard et puis Le Dain de Quentin Dupieux, ce qui est déjà pas mal, entre autres. Et puis je parlerai aussi de 2-3 sorties, au moins une en tout cas, sorties DVD Blu-ray, c'est chez Carlotta, notamment Le Cavalier électrique de Sidney Pollack, et puis on écoutera Fabrice Duvels dire un mot aussi de China Gate de Samuel Fuller qui est sorti chez Carlotta. On verra quand Étienne n'a pas travaillé, il va chercher sur YouTube des propos de cinéastes pour parler à sa place des films. Il le fait bien, et puis on me dit régulièrement que je parle trop, alors on va tout de suite faire une pause pour arrêter de parler, et puis juste après Antonin nous parlera de Yves. Alain Souchon? Oui, qu'est-ce que c'est? Je suis le président des amis d'Alain Souchon. On m'a dit que vous étiez en ce moment sur Belle-Île, et je suis venu de Toulouse. Voilà. J'ai eu l'idée de créer un jeu de société sur vous. Le Souchon Quiz. C'est encore un prototype, mais j'aimerais que vous acceptiez d'en être le parrain. Par exemple, dans la chanson Cœur au chaud, quelle est selon vous la recette de l'amour fou? Du surimi sur une langue amie. Et on peut s'amuser comme ça pendant des heures. Tenez, je vous laisse la boîte. Alors c'était donc un extrait de Belle-Île en mer de Benoît Forjard, qui est un de ses nombreux courts-métrages, que c'est donc un cinéaste, moi, qui m'intéresse pas mal, parce que forcément, moi, j'aime beaucoup le cinéma français, et je le déteste tout autant, en fait. Et je suis toujours à la recherche de ces nouvelles voix, de ces nouveaux cinéastes, nouveaux auteurs qui pourraient un petit peu revivifier tout ça. Et Benoît Forjard, c'est un nom qui revient souvent, Yves, c'est son 3e long-métrage, en sachant que son premier, Réussir sa vie, c'était une compilation de plusieurs courts-métrages. Mais c'est quelqu'un qu'on connaît quand on lit un peu la presse cinéma, pour officier aussi dans le magazine SoFilm, où il faisait des faux pitchs de films qui allaient sortir d'ici 20-30 ans. Et un cinéaste, un cinéaste pratiquant plutôt, œuvrant en tout cas dans le registre plutôt comique et à tendance absurde, et qui m'intéressait pas mal, dont la plupart des courts-métrages d'ailleurs sont sortis en DVD, et c'est à cette occasion-là que moi, ne fréquentant pas les festivals de courts-métrages, j'avais pu un peu découvrir son travail, et que j'avais pu voir ce DVD-là. Et effectivement, c'est à peu près le style de cinéaste, et c'est pour ça que je voulais un petit peu parler de Forjard en même temps que Dupieux, des gens que moi j'aurais envie d'adorer, mais que finalement j'arrive pas. Des gens que sur le
principe même, en tout cas dans leur situation dans le cinéma français, c'est-à-dire pratiquer un cinéma comique, mais d'auteur, je serais client de ça, j'aurais envie que ça marche, mais ça ne marche pas. Quentin Dupieux, c'est pareil, on sait qu'on peut avoir une longue histoire au cinéma est mort avec Quentin Dupieux, on avait beaucoup défendu Steak, on avait même rencontré Eric Ramsey à cette occasion, alors que Quentin Dupieux n'avait toujours pas sorti Rubber en leur disant notre amour pour Steak et tout ça. Mais Quentin Dupieux, c'est pareil, c'est quelqu'un où, moi, on me dit, je vais faire un film sur un pneu tueur, je suis client, j'achète de base, j'y crois à fond, et au final, quand je vois le film, je suis déçu, je n'y crois pas. On en avait déjà parlé, hein, évidemment, on a parlé à peu près de tous les films de Dupieux. Moi, j'ai revu un peu des bouts de Rubber. Je continue de penser que la partie en fait avec le pneu fonctionne très très bien. Ce qui me gêne et ce qu'il continue de faire, enfin moi j'ai vu encore dernièrement, du coup c'était pas le Dain mais celui qu'il a fait avant au Poste. Au Poste, ouais. Je pense que les histoires qu'il raconte fonctionnent très bien. Ce qui m'embarrasse profondément, c'est ces mises en abîme en fait. Mis à part peut-être dans Réalité, alors peut-être parce qu'Alain Chabat et que je suis complètement amoureux du bonhomme, mais ces mises en abîme là me gênent profondément parce que j'ai l'impression qu'il tout simplement il croit pas à l'histoire qu'il est en train de raconter et il a besoin du coup de prendre du recul et il force aussi le spectateur à le faire, et moi ça me gêne beaucoup en fait. J'ai pas l'impression d'avoir ma place devant ces films là en fait. Ouais, après je pense que le problème est complexe. Alors moi je m'étais dit je vais parler du Dain et de Yves en même temps parce que ça me paraît avoir plusieurs points d'accroche évidemment. De façon assez évidente, oui, il y a des pitchs assez voisins entre l'histoire d'un rappeur d'un rappeur un peu de banlieue parisienne, un peu loser, qui fait du rap dans sa cave et qui se voit adjoindre à une sorte de frigo intelligent avec lequel il va avoir une relation et qui va l'aider à pratiquer un rap beaucoup plus successful. Voilà, il y a ce rapport à l'objet particulier. Tout comme dans Le Dain où Dujardin est un homme en burn-out qui entretient d'un coup une relation assez forte avec le nouveau blouson qu'il vient d'acquérir et qui est la première étape de sa longue descente aux enfers. Il y a un rapport assez voisin au niveau du pitch, c'est-à-dire une sorte de faire des films un peu high concept à la française, alors que en sachant que c'est quand même une façon de faire du cinéma qui est plus américaine. Enfin, on a plus l'habitude de voir ça aux États-Unis, ce sorte de truc avec une idée très très forte, un pitch très très fort. Et moi, chez Dupieux, c'est vrai que j'ai toujours l'impression, et tout comme chez Forjard dans ses courts-métrages, j'y reviendrai, que chez Dupieux, ça s'incarne de façon différente, mais chez Dupieux, j'ai le sentiment que, et Rubber est un cas d'école là-dessus, moi, le pitch est séduisant pour moi, enfin, de la part de quelqu'un comme moi qui a envie de voir des choses un peu différentes. Forcément on se dit ça va être chouette, on y croit, et forcément Dupieux a une façon presque très autoriste en fait d'investir ce truc-là, en voulant mettre des mises en abîme quelque part, en voulant réfléchir son sujet. Chez Forjard, moi le problème que j'ai eu avec ces courts-métrages que j'avais découvert avant de découvrir Yves, qui soit dit en passant, et j'y reviendrai, moi c'est un film qui m'a beaucoup plu. Chez Forjard, en fait, il y a aussi un côté très autoriste qui va s'incarner peut-être d'une différente manière, mais qui est une façon de peut-être être toujours dans une façon de déconstruction qu'on va aussi retrouver chez Dupieux, mais c'est une façon de faire des films, mais de toujours aller dans déjouer l'attente du spectateur, toujours déjouer la grammaire du cinéma, une grammaire un peu qui serait considérée par tout le monde comme classique, en faisant des fois des cadres un peu dégueulasses ou des cadres cadré de façon décadrée, mais de façon extrêmement volontariste, pour montrer qu'on est là et on est conscient qu'on fait quelque chose de très différent de ce qui se passe, qui a peut-être pour origine, effectivement, dans le cas de Benoît Forjard, son origine plutôt il vient de Lefrénois, donc une école d'art et tout ça. On sent qu'il y a cette chose-là, il y avait cette chose-là chez lui, de vouloir faire des films et de vouloir toujours marquer une position, non pas d'auteur, ça serait pas forcément le bon terme, mais de mettre en scène
mais contre l'idée de la mise en scène en termes d'efficacité, c'est-à-dire de vouloir, ça va s'incarner dans différentes façons, mais en faisant des acteurs qui ont une sorte de jeu blanc, c'est-à-dire un jeu non affecté, de jeu justement ces fameux cadres qui seraient un peu moches, une production value, tout ce côté un peu lo-fi qui va très bien avec une sorte de volonté un peu do it yourself, genre comme si c'était une volonté de retrouver une sorte d'enfance de l'art. Et ce qui me paraît d'amateurisme, mais dans le bon sens du terme. D'amateurisme, et puis ça me paraît... Enfin, moi, la difficulté de ces deux cinéastes-là, je trouve, parce qu'ils manipulent le même type d'humour, quelque part, qui serait un humour qui a lieu avec qui a trait avec l'absurde, c'est que dans le registre comique, on sait qu'une des règles du comique, quand il y a un gag, en fait, par exemple, dans une comédie classique, le gag, c'est pas le gag qui fait rire, c'est la réaction au gag. Mais quand on manipule l'humour absurde, on prend un fait qui est absolument absurde, on met en place un univers absurde, et les personnages qui sont mis en place dans la scène n'ont pas de réaction par rapport au gag, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est propre à Forgeard ou à Dupieux, en tout cas à tous ces cinéastes-là, c'est que l'humour a intérêt d'être vachement bon, que le gag ou l'élément comique fasse vraiment rire en soi, parce que de toute façon, il n'y a pas de réaction. Alors peut-être que c'est pas très clair ce que je dis, mais c'est par exemple quand on prend le cas d'un cinéaste genre Francis Weber, on va avoir Pierre Richard, il fait une blague, il fait une connerie. Ce qui fait rire, c'est la réaction de Depardieu, si on prend le cas de la chèvre. Mais quand un mec fait une connerie dans un film de Dupieux, personne va rire ou réagir à la connerie du personnage principal, parce que le principe de cet univers-là, c'est de déployer de l'absurde. Donc ça a plutôt intérêt d'être assez drôle en soi. Et moi, ça me paraît être le problème que j'avais pu voir dans les films de Forgeard, à la fois tout ce que j'ai essayé d'expliquer jusqu'ici, c'est on essaye un peu de montrer un univers absurde, il y a des choses drôles. Alors là, on vient d'écouter un extrait sur un mec de Belle-Île-en-Mer, c'est l'histoire d'un mec qui rompt un stage, qui quitte un stage de vidéosurveillance pour intégrer un stage parce qu'il essaye de cambrioler la baraque d'Alain Souchon, et Alain Souchon décide de prendre un stagiaire pour devenir le prochain Alain Souchon. Pareil, pitch absolument merveilleux, et que t'as envie de voir le film, mais en général, en gros, quand tu regardes le film, tu t'emmerdes un peu. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans Yves, ce film sur lequel j'ai pris beaucoup de plaisir, et c'est ce que peut-être que j'attends aussi d'un certain cinéma d'auteur à la française, c'est que ces gens qui ont une sorte de vision d'auteur très particulier, qu'ils ont l'occasion d'exprimer dans leurs films, parce qu'effectivement, je prendrais Forgeard, mais comme plein d'autres cinéastes, on voit qu'il y a des voix, il y a des particularités qui des fois ne me plaisent pas ou m'ennuient un petit peu ou ne font que me dire genre je suis content que tout ça existe. Je me dis à chaque fois, c'est dommage que ces gens-là ne resteront cantonnés que dans une sorte de petite niche. Par exemple, Forgeard, le seul là d'où il vient, c'est le cinéma de Luc Moulet. Luc Moulet, c'est pas forcément un nom très connu du grand public, mais c'est un cinéaste qui est plutôt issu du giron un peu de la nouvelle vague, et qui a, pareil, exploré une sorte de cinéma qui était dans une logique un peu pataphysicienne, exactement comme Benoît Forgeard. Il a fait beaucoup de courts-métrages, mais pas que. Luc Moulet, on en avait parlé dans cette émission à la sortie du DVD justement de ses cours, où notamment il passe un quart d'heure à essayer d'ouvrir une bouteille de coca. Oui, il y a cette façon chez Luc Moulet de prendre un fait contemporain assez précis et d'en déployer une sorte de logique un petit peu déviante, je ne sais pas, mais de déployer une logique un peu absurde à partir d'un fait réel, qui est exactement le cas de Yves. Et là où c'est intéressant dans Yves, c'est que je pense que, et Benoît Forgeard le dit lui-même, c'est que c'est une volonté de s'inscrire dans un cinéma beaucoup plus majoritaire, et où là on a vraiment
tout ce qui était lo-fi, le côté jeu blanc des comédiens, le côté affecté dans cette façon de vouloir faire un truc un petit peu rêche, un petit peu do it yourself, un petit peu âpre, un petit peu absurde, mais de façon très affectée et intellectuelle. Là, ça doit s'incarner dans le registre comique classique, non pas classique, mais un registre comique qui serait porté plus vers une idée un peu généreuse de vouloir aller dans d'une part dans l'identification, d'une part dans l'efficacité comique. Un peu plus, quoi. Oui, et oui, en termes en tout cas de méthode et d'effet, on cherche d'une part l'identification, d'une part l'efficacité du gag, d'une part une sorte de générosité formelle, d'opulence un peu des gags, ou en tout cas de sentimentalisme, certes, mais en tout cas quelque chose qui veut aller vers le spectateur. Et Yves me paraît être une réussite totale là-dessus. Enfin, une réussite, en tout cas, il faudra que j'attende de revoir le film pour voir s'il tient la route. Mais moi, je sais que j'ai beaucoup ri là-dedans. Et ça m'a paru... j'ai beaucoup ri devant ce film. Et ça m'a paru complètement cohérent avec ce que je reconnaissais de l'auteur Benoît Forgeard. C'est-à-dire, justement, dans ce côté... il arrivait à tirer un petit peu tout le sel un petit peu de sa logique pataphysicienne, de cette interrogation qui a l'air de le porter, de pousser à bout cette logique-là d'observation d'un fait de société particulièrement lié aux nouvelles technologies, et de pousser une logique à bout en mettant une situation vraiment d'une part en place et de la déployer à fond. Et ça m'a paru vraiment assez fort. Et ce qui est, et je conclurai là-dessus, ce qui est assez dingue et ce qui me paraît assez proche aussi du Dain de Quentin Dupieux, c'est que c'est aussi un film qui raconte finalement peut-être pas son propre tournage, mais aussi sa propre conception. Parce que finalement, ce que Yves raconte, c'est qu'on a affaire à un personnage de rappeur qui pratique un rap dans la maison de sa grand-mère, un peu rêche, un peu brut. Il a installé un petit beat un petit peu simple, et il rappe là-dessus, et il est non pas persuadé d'exploser avec ça, mais il a un rap un petit peu old school, un peu naïf, un peu de tout simple, et qu'une fois que le frigo intelligent arrive chez lui, le frigo intelligent, lui, a un algorithme qui sait tout à fait ce qui marche et va rajouter de la production dessus, va rajouter du vocodeur, va rajouter un beat beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus, enfin tout ce qu'on peut appeler en termes de musique de la production value, quoi, vraiment, ça c'est un terme de cinéma, mais vraiment de la production à fond, c'est-à-dire du mur sonore, du wall of sound. Et c'est à partir de là où Jérém, le personnage principal de Yves, va vraiment cartonner. Et finalement, c'est un trajet relativement voisin de ce que Benoît Forgeard, en tant qu'artiste cinéaste, a voulu peut-être faire, de passer d'un truc un petit peu low-fi, un petit peu brut, et passer dans un registre qui voudrait s'intégrer dans le cinéma majoritaire. Malheureusement, et ça c'est vraiment le drame du cinéma actuellement, je pense que c'est un film qui, d'une part, pour la clientèle à qui ça s'adresse, c'est déjà des gens qui ne vont plus au cinéma, donc finalement ils vont pas voir ça. Ça c'est pas même pas comme le Dain, on n'est plus dans le cinéma d'RSS, c'est que les mecs se disent il y a Catherine dans le film, il y a William Lake Bill, donc on l'exploite au Gaumont. Donc les gens à qui ça pourrait plaire ne vont pas le voir parce que ça c'est considéré comme un truc commercial, Benoît Forgeard n'étant pas spécialement connu, et les gens qui vont voir des comédies françaises tombent là-dessus et doivent trouver ça complètement absurde. Mais donc finalement ça ne trouve pas son public. Ce que Dupieux avait vécu avec Steak aussi, par exemple, le Steak était vendu comme la comédie avec Eric et Ramsey, et du coup ça avait été un bien sûr, échec. Voilà, mais il y en a quelques-uns encore des films comme ça, j'ai l'impression en France depuis 10 ans qui ne pourront pas de toute façon trouver leur public en salle. En fait, je pense que c'est un des grands drames, c'est pas un des grands drames, ça serait beaucoup dire, mais je pense à un autre film, une autre comédie particulièrement réussie du cinéma d'auteur français, s'il faut catégoriser, ça serait la Loi de la jungle de Antonin Perejavko, qui avait été sur lequel on avait décelé assez vite un potentiel chez les distributeurs, et ils avaient privilégié une distribution de ce film dans les salles commerciales en fait. Et ça c'est vraiment toujours un drame. Si je prends un cas comme Rennes, c'est clair qu'un film comme La Loi de la jungle, si tu le passes dans le Gaumont,
la clientèle arrêt-essai, non pas parce que c'est le film s'adresse à ces clientèles-là, mais la clientèle arrêt-essai n'ira pas spécialement au Gaumont voir ça. Et la clientèle du Gaumont ne va pas forcément adhérer directement à ça. Donc du coup, le film, au bout d'une semaine, en sachant que ces grands circuits en général ne laissent pas la chance au film, va quitter l'affiche, alors ne laissant pas le bouche à oreille s'installer, permettant enfin que le film rencontre son public. Donc il y a vraiment ce truc-là qui est une vraie problématique de distribution et d'exploitation qui est extrêmement mal... qui peut être un vrai problème sur beaucoup de films en ce moment. On va faire une courte pause et puis on va parler de chevaux. Mercredi soir, on organise un événement au Stade de France, à l'occasion de la finale de la Coupe, devant 15 millions de téléspectateurs. On vous demande d'en être l'animatrice. Vous seriez dispo ? Pourquoi pas ? J'ai déjà fait un peu d'animation, c'était pas le Stade de France, mais enfin, c'est toujours un peu pareil. Sans compter, mademoiselle Delmas, que vous avez le profil. Vous êtes comédienne, un peu sportive. Je vous vois très bien. Surtout si j'étais à votre place. De toute façon, moi, il faut que j'examine le contrat. Le contrat, c'est simple. Si vous acceptez, Shai tire un trait sur votre dette. On l'efface. De plus, nous vous offrons la gratuité sur toutes vos communications en direction des mobiles, le dimanche après-midi jusqu'à 19h. Et ce, jusqu'à fin 2006. Mais alors, comment ça se passe ? J'aurai un texte à dire ? Ou par exemple, pour les fringues, je viens avec les miennes ou... Avez-vous lu La course nue de l'écrivain argentin Diego Passarella ? Connaissez-vous le land art, la performance ? L'été dernier, par exemple, j'ai pratiqué le naturisme. Et vous ? Passarella ? Avez-vous déjà entendu parler du streaking ? En Amérique, c'est la dernière folie. Des gens envahissent les stades, les lieux publics, complètement nus. Ouais, j'ai une cousine en Californie qui fait ça, c'est marrant. Non, vous n'y êtes pas du tout. C'est un acte de liberté totale, le streaking. C'est très rock. Après le surf, les sports extrêmes, Shai Telecom a décidé de s'associer au streaking. Le streaking, c'est un beaucoup de pied au cul à cette société de merde. Un bras d'honneur à toutes les limites. Un doigt à tous les messieurs je sais tout. Oui. Et croyez-moi, Maud, si j'avais pas une gueule un peu connue, j'aurais bien couru à votre place. Fabrice vous propose de traverser le terrain en tenue d'Ève. Nudité relative. Puisque le logo freestyle vous sera peint à même le corps par un jeune graphiste qui paye plus ses factures depuis 1 an. Alors ? C'est ça votre animation ? C'est pas banal, hein ? C'était un extrait de La course nue, un court-métrage de Benoît Forjard. Et d'ailleurs, donc tu disais qu'il y a un coffret DVD qui était sorti avec ces courts-métrages. Hein. Ouais, il y a un coffret DVD qui est sorti chez Shellac et Shellac fait des soldes régulièrement. Donc je pense que le coffret à DVD vaut à peu près 5 € et ça a été, je pense que c'est un des courts-métrages qui a fait partie d'une sorte de, non pas de compilation de courts-métrages, mais d'un long-métrage qu'avait sorti Benoît Forjard et qui réunissait 3 de ces courts-métrages qui s'appelait Réussir sa vie, en sachant que voilà, les 3 films mettaient en scène vraiment des différentes façons, enfin de l'inscription d'un individu dans un trajet social ou en tout cas une carrière sociale, quoi. On continue en parlant de DVD. Carlotta nous avait envoyé plusieurs films et l'occasion apparaît pour moi de parler d'un film que j'aime bien à travers le ciné polac dont on parlait en début d'émission. J'ai déjà oublié le Cavalier électrique. Pardon, excusez-moi. Le Cavalier électrique avec Robert Redford et Jane Fonda qui date de la fin des années 70, qui raconte grosso modo l'histoire d'un champion de rodéo qui se fait exploiter pour faire de la publicité pour une grande entreprise et qui finalement un jour décide à Las Vegas de voler le cheval vedette de cette boîte justement parce qu'il est un peu maltraité et de traverser le pays pour le libérer, le ramener à l'état sauvage. J'ai jamais été un grand amateur de ciné polac, même si je me suis rendu compte que j'ai grandi en connaissant certains de ces films. 3 jours du Condor, j'ai dû voir l'intro je sais pas combien de fois. Tootsie, pareil, c'était multi-diffusé, et même son visage, parce qu'en tant qu'acteur, moi je l'ai vu très jeune du coup dans Eyes Wide Shut par exemple, donc c'était une tronche aussi que je connaissais, un nom que je voyais souvent, mais malgré ce truc là d'avoir grandi entre guillemets avec cette connaissance de qui c'était, en revoyant ces films je suis toujours un poil
non pas déçu parce que j'en attends pas forcément grand chose, mais ennuyé en tout cas. Je trouve ça mou du genou en fait constamment. Je trouve ça consensuel très régulièrement en fait. Ce qui est encore le cas, hein, je trouve, avec le Cavalier électrique, même si j'ai trouvé le film extrêmement sympathique. Il y a quelque chose qui me plaisait, mais en fait ce qui me plaisait, c'est que ça me rappelait un film pour le coup que j'avais découvert il y a quelques années avec Kirk Douglas, Seuls sont les indomptés. Et je me dis que c'est peut-être l'occasion justement plutôt de parler de ce film-là rapidement, même si j'espère qu'un jour tu regarderas le film et qu'on en recausera et qu'on le montrera encore plus à des gens. Un film qui est disponible, qui est sorti en DVD chez Sidonis, donc il n'y a pas de problème, tout le monde peut le voir. Je crois même il doit être disponible sur Internet. Un film qui date de 15 ans avant, c'est début 60, je crois, Seuls sont les indomptés. Donc avec Kirk Douglas qui a participé à la mise en scène, à la production, qui s'est beaucoup investi dans le film, qui a répété plusieurs fois, y compris dans ses livres, que c'était son film préféré de sa carrière, celui dont il était le plus fier, avec Gina Rowlands, avec Walter Matthau, et qui raconte cette histoire donc de façon contemporaine dans les années 60, hein, d'un type qui vit comme un cow-boy, qui se balade à cheval et qui refuse de s'adapter justement au diktat de la société contemporaine, au mode de vie de la société contemporaine, et qui tient à vivre sa vie comme il l'entend en fait. Et c'est un film qui est absolument magnifique, hein, donc voilà, l'histoire de ce cowboy qui pour aider un copain va se faire emprisonner parce que son pote est en prison parce qu'il a fait rentrer des immigrés clandestins sur le territoire, sauf que le pote qui est en tôle, lui, il veut purger sa peine en fait pour vivre dans la légalité, quoi. Et donc Kirk Douglas va devoir s'évader et va être poursuivi par les flics du coin. Il va y avoir une chasse qui clairement a influencé des films comme John Rambo par exemple. C'est impressionnant de voir à quel point ce film évidemment influence le Pollack de façon très 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 évidente, mais de voir justement un lien entre ce film de Pollack extrêmement consensuel et un film comme Rambo, qui est tout sauf consensuel pour le coup, qui est extrêmement problématique, et tous ceux qui ont encore des doutes sur le premier Rambo, parce que j'en croise régulièrement quand même des gens qui continuent à me dire que Rambo, je sais pas, c'est un film de bourrin ou que je pense qu'en plus là ça va être très bien, parce que je pense que le film va ressortir en salle peut-être très parcimonieusement, mais en tout cas il y a une copie restaurée à Cannes Classique. Le film a été présenté et je pense qu'il y a des tas de gens qui ont une idée complètement fausse de ça, fausse de Rambo, qui est faussée par les les suites bien évidemment, hein, et c'est vrai que pour ceux qui sont pas au courant, Rambo, le prochain Rambo sort à la rentrée, hein, d'ailleurs. Moi, j'ai une impatience folle de voir le prochain Rambo. Tu ne vis que pour ça. J'ai vraiment très très hâte. Je renierais ta fille pour le voir en avant-première. Alors, on va peut-être pas rentrer dans des sujets problématiques, hein. Je pourrais avoir des ennuis si j'ai des choses pareilles. Mais c'est vrai que j'attends ça avec beaucoup d'impatience. Mais pour revenir du coup à Seuls sont les indomptés, moi c'est un film qui m'avait fasciné de me dire. Alors je sais pas, peut-être qu'avant j'ai raté encore un objet qui serait très important, parce que Seuls sont les indomptés, c'est pas non plus un film qui a eu un retentissement fort. J'en entends jamais parler en fait, mis à part Kirk Douglas justement qui répète souvent ça. Depuis 120 ans. Depuis 100 cet homme est immortel, il est merveilleux. Mais j'en entends pas forcément parler. J'ai l'impression que c'est un truc un peu souterrain. Voilà, ou alors c'est vraiment un coup de bol. Et puis ces films-là, que ce soit Rambo ou le Pollack, comme ça, sur un coup de bol, en fait, se retrouve à vraiment avoir des affinités avec cet objet qui date, en plus d'une période un peu molle du cinéma américain, hein, début 60. Bon, c'est pas la fiesta dans le cinéma américain. Et un film qui est très taiseux, justement, c'est peut-être pour ça que ça me rappelle le Rambo dans certains côtés. Mais la séquence finale du film de Miller est quand même assez explicite pour pouvoir le lire. Voilà, en tout cas, moi j'invite vraiment tout le monde à se jeter sur le film de David Miller qui est sorti chez Sidonis, qui a été réécrit par Trumbo, hein, c'est adapté d'un roman, en tout cas on le trouve en DVD très facilement, il faut vraiment se jeter là-dessus. Quant au Pollack, très, très honnêtement, moi j'ai passé un bon moment, hein. C'est juste que du coup j'étais constamment en fait en train de me dire ouais, mais c'est pas à la hauteur du Miller, en fait c'est pas à la hauteur du Kirk Douglas, et Robert Redford, j'ai toujours trouvé justement Puffada, c'est un type qui a une longue relation avec Pollack justement, hein, Jeremiah Johnson, tout le bordel, enfin, ils en ont fait je sais plus 7 je crois des films ensemble, c'est vraiment la grosse relation. J'ai toujours trouvé Robert Redford, et là encore une fois assez fade. Là il y a un côté où ça marche plutôt bien, puisque justement c'est son image qui est surexploitée, qui est vendue, qui est mise sur des boîtes de céréales. Il y a un travail sur l'image de Redford justement pour vendre des céréales que je trouve assez
amusante, mais qui est pas creusée. Enfin, il y a un côté, il se rebelle. Enfin, en tout cas, il est censé se rebeller, mais moi, j'y crois jamais, en fait. Et il subira toujours la comparaison avec Paul Newman, qui dégageait une classe et une force et une colère sourde, en fait, que Redford ne me fera jamais ressentir, en fait. Et face à lui, il y a Jane Fonda, qui, pareil, m'irrite régulièrement, en fait. Je la trouve extrêmement agaçante. Et ça ne... Il y a toujours voilà ce petit grain de sable qui m'ennuie et qui fait que ce cinéma-là ne prend pas, et malgré tous ses attraits et même son esthétique qui me plaît tout le bordel, mais voilà, ça ne prend pas. Donc je conseille plutôt de voir Seul sans les Indomptés. Et dans la même veine, enfin dans la même foulée en plus, j'avais regardé juste avant en fait le China Gate de Samuel Fuller, qui sort aussi chez Carlotta. Et le talent, ça fait du bien de revoir. On va écouter Fabrice Duvels en parler dans un instant. Ça fait du bien en effet de revoir régulièrement du Fuller, son efficacité, sa façon justement de mettre les pieds dans le plat pour des sujets très sensibles, et de le faire en même temps dans un cinéma de genre qui est d'une efficacité redoutable. On est dans un film d'aventure, de guerre qui est vraiment extrêmement prenant en termes d'action, et en même temps il va réussir à lui ramener des sujets un peu problématiques de société presque, mais sans le faire paraître, sans que ça soit lourdingue, et de ramener des choses extrêmement personnelles à la surface, ces histoires de guerre qu'il a vécues, de les ramener aussi là-dedans et d'en faire vraiment un truc très personnel, et en même temps avec 3 francs 6 sous, ce qui fait que le film parfois paraît un peu toc, parce qu'on a une jungle peinte, voilà, et tout machin, mais tu te dis ça reste extrêmement impressionnant et d'une efficacité redoutable. Et de voir un Pollack juste après, je dis là t'aurais peut-être dû couper un poil, parce qu'en fait là ça manque justement, quoi. Et je pense, c'est ce que dit Fabrice Duvels, il faut en effet revoir, je pense, des cinéastes comme Fuller régulièrement pour se rendre compte d'une efficacité, même si je sais que en l'espace d'une quinzaine d'années aussi, justement, entre le Fuller là et puis le Pollack, les conventions cinéma ont changé. En 76, on pouvait plus faire un film comme Fuller le faisait justement dans les années 50 avec China Gate. C'est pas vraiment pas possible, mais malgré tout je pense qu'il y a on en a déjà parlé, hein, ce talent de la série B justement d'aller à l'efficacité, de raconter une histoire avec une telle efficacité évidemment, et qui s'est perdu complètement, quoi. Je pense que Pollack il est vraiment justement à l'extrême opposé de cette efficacité de la série B que Fuller maniait à la perfection. Et je propose qu'on écoute donc cette présentation par Fabrice Duvels du film de Fuller qu'il a réalisé pour Carlotta, qui est disponible sur internet, qui est pas sur le DVD, je crois, hein, je dis peut-être une connerie, mais je crois pas l'avoir vu. Donc c'était disponible sur internet et il en parle très bien du film de Fuller, donc je laisse parler. Je vais vous parler de China Gate de Samuel Fuller. Alors Samuel Fuller est un réalisateur, un metteur en scène, un cinéaste que j'aime particulièrement, que j'adore. En fait c'est simple, j'adore Samuel Fuller. Je porte Fuller aussi haut que Nicholas Ray, que John Huston, que John Ford. J'ai un amour infini pour Fuller, pour plein de raisons. Sa vie, son cinéma, son humanité, il manque terriblement, il manque terriblement des gens comme ça aujourd'hui. Mais bon, peu importe. En 1957, il réalise China Gate. Alors c'est un des 3 films qu'il réalise cette année-là. 57 est une année très importante pour Fuller. Il réalise Run of the Arrow, Le Jugement des Flèches, 40 Guns, 40 tueurs, et China Gate. Alors China Gate, c'est un film qui se passe en Indochine, donc c'est un groupe de rebelles qui doit aller faire péter dans la jungle une réserve d'armes tenue par les communistes. Et c'est un film d'ailleurs qui a été interdit en France pendant de nombreuses années, et les cinéphiles français venaient voir le film à Bruxelles, à la Cinémathèque de Bruxelles, qui possédait une copie, qui a toujours d'ailleurs. Il y a Gene Barry qu'on retrouve souvent chez Fuller. Il y a Lee Van Cleef en afro-communiste asiatique, qui est absolument prodigieux dans le film, et Angie Dickinson, qui est somptueuse dans le film, très jeune, et qui est filmée de manière quasi fétichiste par Fuller. Fuller, vous verrez, Fuller filme ses jambes, ses longues jambes absolument de manière obsédante et obsédée. Étonnamment, Angie Dickinson ressemble très très fortement à Virginie Efira. Alors c'est moi qui suis fou ou obsédé par Virginie Efira, mais vous verrez que
étonnamment, Jenny Dickinson est vraiment, on dirait Virginie Efira. Et il y a Nat King Cole. Nat King Cole qui interprète un officier ici, un soldat qui va par 2 fois chanter en plein milieu du film. La première fois, c'est la chanson China Gate qui intervient après 20 minutes du film, et la deuxième fois, c'est bien plus tard dans le film. Ces 2 moments sont des moments prodigieux, sont des moments suspendus, sont des purs moments de poésie. Ce sont des moments qui sont étonnants d'ailleurs dans le cinéma de Fuller, parce qu'il ne l'a jamais reproduit par après. C'est vraiment un drôle de film. Vous verrez, les scènes de jungle sont filmées en studio, ça se sent malheureusement, mais peu importe. Le film, vous verrez, distille énormément de cinéma, une humanité incroyable, un regard sur la guerre que Fuller a fait, a traversé, a vécu dans son âme, dans sa chair. Et le cinéma de Fuller est toujours poétique, bien sûr, mais il est poétiquement politique. Et c'est imparable. Voilà, donc je vous souhaite une excellente vision du film. Je vous souhaite, si vous revoyez le film, eh ben, vous verrez à quel point ce film est incroyablement amusant, et si vous le découvrez, ben, je vous souhaite la meilleure découverte possible. C'était Fabrice Duvels qui parlait de China Gate. Samuel Fuller, on avait déjà consacré une grosse émission, je crois, à son sujet, notamment c'était à l'occasion, je crois, de la traduction enfin chez Alia de son autobiographie, Un troisième visage, qui reste un bouquin exceptionnel, hein. Si vous l'avez pas lu, c'est pareil, faut absolument se jeter dessus. On aurait pu écouter d'ailleurs un moment le morceau de Nat King Cole que je trouve très très beau. C'est vrai que Duvels s'en parle et c'est extrêmement particulier de voir Nat King Cole déjà en fait au cinéma. C'est son seul rôle, je crois, au cinéma. Il a une super classe, alors que l'acteur principal, comme souvent hein, des fois chez Fuller, c'est une espèce de sous-star quoi. Il a une petite tronche, mais tu sens que c'est un acteur qui pourra jamais empiler dans un film de catégorie A et bon voilà, mais en même temps ça fonctionne plutôt bien, et ça me faisait penser aussi au truc de Sidney Lumet qui va prendre par exemple ce tâcheron Treat Williams pour Un prince de New York. On a un personnage, on sait pas si c'est un connard fini ou si c'est un héros en fait, et du coup ça fonctionne plutôt bien. Tu vois comment il se démerde justement avec les peu de moyens qu'il a, il peut pas avoir sa star, il se démerde à trouver un bonhomme qui a une petite tronche quand même, et t'as ce rapport un peu particulier avec le personnage principal qui moi m'intéresse toujours. Enfin, j'étais surpris par China Gate, j'avais en tête que c'était pas forcément un très bon Fuller, voire un Fuller très très moyen, justement parce que il a enchaîné les films à cette période là et que il le fait pour une raison ou pour une autre, mais en tout cas que c'était pas complètement maîtrisé. Ça m'a extrêmement surpris d'être déjà d'être entraîné par l'aventure de cette bande de légionnaires. Et même par les sujets qu'il abordait sur le métissage, alors que ça démarre comme un brûlot anticommuniste primaire, un peu limite quand même. Et il y a des dialogues dans le film, c'est vrai qu'on aurait pu aussi sortir des dialogues du film qui sont vraiment plus que borderline concernant les communistes, mais via justement des personnages qui sont eux-mêmes plus que gris en fait, qui sont constamment ballottés entre le fait d'être des gens chouettes menés par une mission et puis des cons finis. Il arrive vraiment à retourner cet anticommunisme primaire qui était balancé au début du film par une voix off vers quelque chose de vachement plus problématique quoi. Et en effet il parle de Lee Van Cleef aussi. C'est assez chouette de voir cet acteur déjà jeune en fait, et puis imposer comme ça une présence. Donc China Gate qui est sorti, donc c'est chez Carlotta, et c'est la première fois en France, hein, je crois qu'il apparaît. Il reste encore quelques Fuller qui nous manquent chez nous. Je conseille vivement. C'est marrant parce qu'en fait Fuller, en fait il y a ce truc où on l'a beaucoup dit, et c'est probablement un cliché critique, mais c'est vrai que Fuller en fait vient du journalisme, il s'est beaucoup répandu là-dessus dans son autobiographie qui est absolument géniale, où lui il a eu son sens du récit, ça vient du journalisme, et surtout en fait du côté de
l'économie de la headline quelque part, quoi. Il faut faire un truc un peu choc quelque part. Il faut synthétiser une idée un peu choc, un peu spectaculaire dans son papier, dans son journalisme. Et en fait, c'est quelque chose qu'on ressent aussi assez fortement dans son cinéma. C'est que t'as chez Fuller, t'as quelque chose, une sorte de paradoxe aussi. C'est quelque chose qui va très fort dans quelque chose de très choc, de façon unilatérale. On pourrait dire, par exemple, même si je pense pas que ça soit de son fait, le début de China Gate, c'est-à-dire le côté un peu anticommuniste, le truc un petit peu guérilla, le truc il faut s'engager, le truc headline, quoi, tête d'article, il faut y aller. Et ce côté chez lui aussi très journalistique, mais de l'autre côté de la pièce, c'est-à-dire on va exposer toutes les contradictions. En fait, on va aller dans le creux du truc. Oui. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ressent dans tous ces films. Et ces personnages retrouvent le nez face à ça, justement. Ils doivent affronter ces contradictions. Et c'est marrant ce truc-là, parce que ça, c'est un truc qu'on retrouve. Et d'un coup, j'ai un trou, mais son film avec le chien raciste, c'est Chien Blanc. White Dog. Il y a aussi ça aussi. Enfin, la plupart de ces films ont ça, mais ce côté pareil, qui pourrait aussi rejoindre un peu le truc du pitch dont on parlait tout à l'heure, le truc très concept, genre on y va très fort sur une idée qui pourrait être unilatérale, et puis après finalement quand tu vois le trajet du film, c'est très complexe. Enfin, c'est je pense en tout cas sur la question du racisme qui est assez présent dans China Gate, dans ce que j'en ai vu, parce que j'ai vu qu'une demi-heure du film. Comme dans White Dog, enfin, ça reste un sujet qui l'a bien sûr. Et dans Le Kimono Pourpre aussi, une série B, la pur jus, encore plus que China Gate, j'ai l'impression. Il y a vraiment ce truc très fort de discours sur le racisme qui est montré de façon extrêmement complexe et extrêmement juste, quoi. Et ça va, je pense, nous faire une sorte de transition toute trouvée avec notre prochain sujet, parce que finalement c'est vraiment une façon très américaine de raconter des histoires, d'aller toujours dans le spectacle. Et après cet extrait, on va parler donc du bouquin sur Mel Gibson consacré par Mathieu Rostack, consacré à Mel Gibson. Exactement. Qui sort chez C'était Capricci. le bon sens de la phrase. Yes. Stay on this phone and don't hang up on me. I have plenty of energy to drive over there. You understand me? And I will! So just fucking listen to me. Listen to my fucking ranting. Listen to what you do to me. I didn't do anything to you. Pain in the ass. You are ruining my life. You make my life so fucking difficult. Well, you know what? It's You be a woman that fucking supports me instead of a woman that sucks off me. And just fucking sucks me dry. And wants. Get out of this relationship if you're a good woman and you love me. I don't believe you anymore. What did you Sick say? of your bullshit. Has any relationship ever worked with you? No! C'était un extrait des conversations téléphoniques entre Mel Gibson et son ex-femme. Ça date d'il y a un peu plus de 10 ans maintenant. C'est coup de téléphone qu'elle avait enregistré et qu'avait fait évidemment, qui avait participé au grand scandale Mel Gibson, qu'il avait mis au banc pendant une dizaine d'années. Ce sur quoi revient d'ailleurs un petit peu évidemment Mathieu Rostack, donc dans son livre Mel Gibson sur la brèche, sorti dans la nouvelle collection de Capricci, c'est Capricci Stories, des tout petits bouquins qui font même pas une centaine de pages sur des acteurs, des biographies d'acteurs. Il y a Marlon Brando, il y a John Crawford, il y a en prévision Bruce Lee et Robert Mitchum. Et Mathieu Rostack avait déjà écrit, alors je sais plus chez qui c'était sorti, l'histoire de HBO, peut-être bien Capricci aussi. Et évidemment, un livre sur Mel Gibson, nous on l'attendait avec beaucoup d'impatience, sans trop savoir de quoi que ça allait causer. Et de crainte. Ouais, évidemment, comme n'importe quel livre sur Mel Gibson. Et de jalousie. Donc la première raison pour laquelle on en parle, c'est bien évidemment parce que c'est Mel Gibson. La deuxième qui nous pousse à le dire, c'est que enfin un livre sur Mel Gibson nous a référencé comme référence autour de d'autres ouvrages, surtout anglophones, et de d'autres articles. Donc le cinéma est mort est bien présent dans les pages de ce livre. Rien que pour ça, en fait, ça valait le coup qu'on en cause. La troisième raison, c'est que moi j'ai pris un réel plaisir en fait à le lire, contrairement à beaucoup d'autres livres sur Mel Gibson que j'ai pu, et notamment des biographies
qui jusque-là étaient assez désastreuses. Celles qui sont sorties dans les années 90, par exemple, sont très tristes. C'est des bios de stars, tout le bordel. Des gens qui ont souvent choisi d'imprimer la légende. Moi, pourquoi pas, si c'est présenté comme tel. Le fait est que celui-ci réussit à faire la part des choses. C'est concis, c'est extrêmement efficace, je trouve, dans l'écriture. Ça a un avis sur les films qui est en effet assez court. Je pense que c'est pas du tout le propos de celui de façon d'avoir des propos critiques, mais il parvient quand même au détour d'une phrase à affirmer que Apocalypto est un chef-d'œuvre et que d'autres films de Mel Gibson sont de très très grands films. Voilà, et je trouve ça bien aussi de pas avoir à remettre ça en question, en fait. C'est affirmé, c'est posé comme tel, et on est d'accord. Il n'y a pas besoin de remettre ça en question ou de défendre cette phrase. Ce film est un grand film. Point barre. Et on en est arrivé là aujourd'hui. Ça me rassure vachement. Et en même temps, je me dis, voilà, peut-être qu'on a fini notre Je pense que bientôt, il sera au programme de lycéens au cinéma. Normalement, si tout se passe bien, la guerre du Pacifique, non, c'est plus vu au lycée. Ils voient plus la guerre au lycée, en fait. Ils savent plus ce que c'est la Shoah non plus. Mel Gibson est tranquille. Mais voilà, non, je tenais à dire, voilà. Évidemment, c'est... on attend encore une fois l'ouvrage définitif sur Mad Max, par exemple, qui va revenir beaucoup sur les premiers pas de Mel Gibson et sur la naissance de sa carrière. Mais ce livre-là, je pense, alors j'ai pas eu l'avis justement de notre expert en carrière australienne de Mad Max, Melvin Z, qui s'est beaucoup renseigné, qui a rencontré beaucoup de gens pour parler de tout ça. Mais j'ai eu l'impression, en lisant le livre de Mathieu Rostac, qui faisait pas trop d'erreurs, ni factuelles, ni de goût, ni d'expression. Mais moi j'ai pris un plaisir incroyable à lire ce truc. Et c'est exactement ce que je disais à peu près sur le truc de Fuller, c'est que c'est ce qui me paraît être aussi la marque un peu SoFilm que je trouve assez chouette. Alors peut-être que c'est pas une nouveauté initiée par SoFilm, en sachant que SoFilm est très lié à Capricci, ils sont co-éditeurs de SoFilm, mais moi c'est un magazine que j'aime plutôt, sur lequel j'étais plutôt dubitatif au début, mais qui me paraissait assez louable, en tout cas dans sa déclaration d'intention, mais d'envisager le cinéma sur l'angle de la story et du journalisme à l'américaine quelque part, chose que pouvait faire Première de temps en temps, mais qui était justement dans une sorte d'aspect un peu décomplexé, justement à la Rolling Stone, de tout ce qu'on appelait le nouveau journalisme américain, d'aller à fond dans le sort de portrait, de ne pas hésiter, des fois aller dans l'interprétation psychologique, dans la remise, dans la mise en spectacle quelque part d'événements de la vie, d'événements biographiques de leur sujet. Et toujours en ayant quand même une sorte d'optique, c'est de cerner un personnage, non pas dans une sorte de mise de spectacularisation totale qui serait juste de la presse people, ce que fait la presse people. Non, mais il y a un côté romanesque. Il y a un côté romanesque, mais ça c'est quelque chose qu'on ne voyait pas trop en France, à mon sens. C'est d'oser le romanesque sans se dire le romanesque est synonyme de mensonge. On peut atteindre une sorte de vérité, en tout cas d'idée assez juste par le romanesque. Et moi, c'est ce qui me paraît quand les magazines SoFilm, les articles de SoFilm, et notamment ceux où les articles sont signés à Rostac ou d'autres, arrivent à faire, c'est de faire des papiers extrêmement bons. Et je pense que dans la presse française, il y a SoFilm qui arrive à le faire. Il y a Vanity Fair, quand ils font des articles sur le cinéma ou ailleurs, qui arrivent à le faire, des très longs articles. Et ce qui me pose toujours problème mais ça c'est vraiment en termes de produits, c'est que on se retrouve avec cette nouvelle collection de Capricci où on a les Capricci Stories qui sont vendus à 12 balles, et tu dis mais finalement c'est ni plus ni moins que un article boosté en fait. Je vois pas trop l'intérêt de ressortir ça en livre. De l'objet, sachant qu'on perd peut-être un peu de la valeur livre. Voilà, c'est un petit peu ça. Évidemment, là, c'est trop long pour paraître dans une presse, mais c'est peut-être trop court pour paraître en livre, ou pas assez long pour paraître en livre. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui est un petit peu bâtard là-dedans. Mais ceci dit, voilà, c'est un vrai plaisir à lire. Effectivement, moi, je trouve ça
plutôt juste parce que effectivement ça correspond à une sorte de vision et je pense qu'elle est la nôtre depuis longtemps sur Mel Gibson et que ça cerne relativement bien cette sorte d'ambivalence, de paradoxe et évidemment qui s'incarne très bien dans le titre, hein, sur la brèche, où là où se niche en tout cas le génie créatif du bonhomme et surtout ce truc de la politique de l'acteur où il n'y a pas beaucoup d'acteurs américains auquel on peut très bien accoler toute l'idéologie de la politique des auteurs à la française, quoi. Il y a peut-être Tom Cruise, il y a Mel Gibson, mais il n'y en a pas d'autres où on se dit Mel Gibson, on le voit dans un film qui est même pas réalisé par lui, on se dit bah ouais, c'est carrément un film de lui. Et même, je prends même Mad Max, quoi, on se dit oui, c'est un film de Mel Gibson, quoi. Avec tout le respect. Et effectivement, c'est George Miller qui est responsable du talent, du génie de Mad Max, mais c'est d'une cohérence totale. Moi, je voulais revenir rapidement avant qu'on termine cette émission sur cette idée d'écriture à l'américaine. Normalement, dans les prochains mois, on devrait voir apparaître le nouveau livre de Philippe Garnier. Et c'est vrai que, tu vois, quand tu parlais, alors on n'est pas... évidemment, c'est ce que j'avais en tête. On est évidemment au niveau au-dessus en termes de tout, je pense. Donc, son prochain livre sera sur Sterling Hayden. Donc, on peut s'attendre justement à une biographie dans ce style-là, beaucoup plus chargée, je pense. Hein. Et en plus, avec un rapport, non pas gonzo, mais beaucoup plus personnel, parce que Garnier se met en scène, mais en tout cas s'implique en tant qu'auteur de façon assez forte. Mais c'est vrai que tu disais, voilà, comment diffuser, par exemple, ce genre de texte un peu bâtard entre le livret, l'article, le livre. Et il y a aussi que Garnier, justement, dans les années 80, avait une chance, c'était de pouvoir proposer pour des journaux, que ce soit Libération ou Les Inrocks ou n'importe quoi, des trucs de plusieurs pages sur n'importe quel sujet en plus, mais il y avait cette liberté. Et peut-être que ce film le proposerait peut-être un peu aujourd'hui, mais je suis pas convaincu justement il y a une baisse. Oui, bien sûr. Voilà, c'est pas la même baisse de liberté en tout cas justement à ce niveau-là, quoi. Moi, je sais que j'ai arrêté. Donc, il faut peut-être trouver un moment, un endroit pour pouvoir sortir ce genre de choses. C'est pour ça que je citais Vanity Fair, mais ça fait longtemps que j'ai pas réacheté Vanity Fair, mais je sais que Vanity Fair, il y avait des articles. Alors, il faut se fader 100 pages de pub sur les 200 que comporte le magazine, qui est un truc que normalement, quand tu es normalement constitué, tu n'as pas envie d'acheter. Mais il y a des articles là-dedans qui sont juste déments. Enfin, des articles vraiment de fond, des vrais stories, comme les appellent les Amerlots, et qui sont hyper, des fois, dans l'analyse, enfin, même pas dans l'analyse, mais vraiment dans une qualité d'écriture journalistique sidérante, quoi. Enfin, moi j'ai tombé sur des trucs là-dessus, dans ce magazine, incroyable. Et d'ailleurs, Philippe Garnier en a écrit quelques-uns. Il est temps de se quitter. Avant ça, on va quand même vous rappeler l'information principale des semaines à venir. Ça sera le 11 juillet à Rennes, à partir de 18h à la librairie Le Fayère. Et puis dans le reste de la soirée, ça sera à l'Arvor, la rencontre avec Jean-Baptiste Thoret autour de Dario Argento, où on va montrer du coup le documentaire de Jean-Baptiste Thoret, Un soupir dans un corridor lointain. Et puis il y aura projection ensuite du Ténèbres de Dario Argento à 18h chez Le Fayère. Rencontre du coup autour par exemple du livre qu'il avait écrit il y a déjà plus de 15 ans maintenant sur Dario Argento. On vous attend extrêmement nombreux, bien évidemment, pour tous ces événements de cette journée du jeudi 11 juillet. Ouais, c'est d'autant plus important que voilà, après évidemment ça devrait aller sans dire, hein, mais effectivement c'est important si on veut que ça se reproduise, que ça peut être risqué, hein, c'est très cinéphile et tout ça. Donc si vous avez la moindre hésitation, arrêtez tout de suite et venez. Ne privilégiez pas la fréquentation d'une terrasse, parce que des bières, on peut en boire tous les jours. Ça sera donc le 11 juillet. Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires sur les réseaux sociaux. On se quitte avec un dernier extrait. Alors on a le Dain, super. Non, pas le Dain, mais Quentin Dupieux, Réalité avec du Alain Chabat, je suis ravi. Vous pouvez retrouver cette émission évidemment sur le site de Canal B en podcast et sur la chaîne YouTube du Cinéma est mort. Merci Antonin d'avoir participé à cette émission encore une fois, c'est sympa. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout, c'est sympa aussi. On se retrouve très bientôt, ciao. Des bisous. Vas-y, je t'écoute. Bon, ça va vous paraître un petit peu dément, hein. Mais je viens de voir mon film au cinéma. Qu'est-ce que tu racontes?
Je sais, ça a l'air complètement fou, mais c'est la réalité. Je viens de voir mon film dans une salle avec du public, quoi. Le film existe, hein, Bob, je l'ai vu, et en plus il est très mauvais. Il me dit qu'il a vu son film au cinéma, enfin, ton film, et que c'est très mauvais. J'ai fait exactement le même rêve la nuit dernière. Je découvrais mon film dans une salle et j'essayais d'interrompre la projection. Ah bah voilà, c'est ça.